Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, priez pour nous. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Alors c'est le dernier jour de l'école Saint-Jean, puisqu'on fait la pause pendant l'hiver. Au lieu de faire la pause l'été, on fait l'hiver, parce que quand il y a la neige, c'est difficile d'arriver. Il n'y a pas toujours la neige, mais quand il y a, c'est difficile. Alors ça tombe bien parce que, au point de vue philosophique et au point de vue théologique, on arrive à un terme. Au point de vue philosophique, on arrive au terme de l'éthique à Nicomaque, qu'on a lu en partie quelques passages importants pour voir quelle est la pensée d'Aristote en éthique, et vous avez vu que c'était un chemin de découverte, une véritable analyse philosophique, scientifique, mais c'est-à-dire collée à la réalité, avec des principes, des effets, des causes, etc., mais qui ne part pas directement de l'expérience, mais qui part simplement d'une recherche du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Puisque c'est ce que tous désirent, et donc ce qui est la motivation principale de toutes les personnes. Donc dans notre agir pratique, quand on s'engage dans une action, dans un chemin, on est motivé par un bien. Et ce bien, normalement, il est en vue du bonheur. Donc c'est ça qu'Aristote recherche, c'est quel est ce bonheur, Et puis, on a vu tout le chemin, le bonheur, il arrive à découvrir que c'est le même pour tous, parce que ça ne peut être qu'un épanouissement de la personne humaine dans ce qu'elle a de plus personne humaine, c'est-à-dire pas dans les aspects qui sont plus animaux ou végétaux de la personne, mais la vie de l'esprit. Donc le bonheur ne peut être qu'un épanouissement spirituel. Et l'épanouissement spirituel, il y a deux orientations, une qui est purement contemplative, et puis l'autre qui assume tout l'aspect végétatif et sensible, et qui est l'amitié. Donc vous avez ces deux voies-là. Normalement, en éthique, on regarde surtout l'amitié, mais on regarde aussi un peu la contemplation, parce que c'est une activité spéculative, mais c'est une activité humaine. Et on s'intéresse aux activités concrètes humaines. Même si elle est spéculative, c'est une activité concrète. Donc ça rentre dans l'éthique. Nous avons vu tout ce parcours de découverte d'Aristote, et nous n'avions pas tout à fait terminé sur l'amitié. Il avait commencé à décrire quels sont les éléments constitutifs de l'amitié, en particulier cet amour particulier qui est un amour de bienveillance, un amour qui est désintéressé, un amour gratuit. Mais ça ne suffit pas, il faut que cet amour de bienveillance soit réciproque, et ça ne suffit pas, il faut que ça soit connu. Parce qu'encore une fois, un amour de bienveillance réciproque qui n'est pas connu ne noue rien entre les amis. Pour qu'il y ait un nœud qui se fasse, quelque chose qui s'approfondisse, et un épanouissement possible, il faut qu'il y ait cette connaissance réciproque, voilà, de l'amour de bienveillance. Nous en étions arrivés là. Alors, ce qui m'intéresse, avant de poursuivre ce chemin de découverte, c'est de reprendre un tout petit peu le début de l'analyse d'Aristote et de le confronter à ce qu'il dit sur l'amitié. Parce que le début de sa recherche, vous vous rappelez que c'était contre Platon, et contre l'idée du bien de Platon. Nous avions vu une critique assez sévère dans la métaphysique qu'il faisait sur l'idée du bien en disant ce n'est que de la logique. C'est une critique assez sévère dans la bouche d'Aristote, parce que la logique c'est un instrument, c'est pas de la philosophie.
C'est un instrument dont on se sert pour raisonner correctement, la logique. Mais ça ne fait rien connaître de la réalité. Et la philosophie, c'est vraiment chercher qu'est-ce que c'est que la réalité. Et la logique, c'est juste un instrument qui m'aide à progresser dans la recherche, à progresser correctement. Donc c'est utile, mais ça ne fait rien connaître du réel. Ça me fait connaître ce que c'est que le raisonnement humain, si vous voulez. Mais ce sur quoi il porte et tout ce qui s'ensuit, ça c'est autre chose, c'est vraiment la philosophie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la première chose qu'Aristote avait découvert, et on avait insisté là-dessus, c'était l'analogie du bien. C'est-à-dire que le bien n'a pas une signification, la connaissance que nous avons du bien, ce n'est pas une signification univoque. Univoque, ça veut dire même chose tout le temps, dans n'importe quel domaine. Le bien a la même signification tout le temps. Par exemple, le bien de la cité, le bien de la cité, nous avions parlé de la justice, le bien de la cité, c'est le même que le bien personnel. Il n'y a qu'une question de participation, c'est-à-dire de plus ou moins. D'ailleurs, il dit, c'est écrit en gros dans la cité et en petit au niveau personnel. Alors, Aristote dit non, c'est autre chose, le bien commun et le bien personnel. Donc, on a une connaissance du bien qui n'est pas la même, qui est diverse. Autre chose, le bien commun, autre chose, un bien personnel. Un bien personnel, c'est une personne. Un bien commun, ça peut être l'autobus, ça peut être le train, l'avion, ça peut être tout ce qu'on veut. Vous voyez, la pharmacie, bon, voilà, les magasins. Donc, la connaissance du bien. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que le premier moment de l'amour, c'est une attraction qui exerce le bien sur nous. Une personne humaine qui nous attire. Et on se pose la question, mais pourquoi cette personne m'attire, pourquoi cette personne ne m'attire pas ? Comment ça se fait ? Toutes les personnes sont des biens spirituels. Toutes, sans exception. Au plan chrétien, on le sait. Pourquoi ? C'est parce que Dieu a créé l'âme. Au plan philosophique, on dit que toute personne est capable de susciter l'attraction d'amour chez quelqu'un. Alors pourquoi cette personne et pourquoi pas une autre ? Eh bien, c'est justement l'analogie du bien, c'est-à-dire le bien qui attire certaines personnes et puis d'autres non. La connaissance que nous avons du bien, elle est diverse, autre et autre. Donc le premier moment de l'amitié, donc cette attraction, on voit bien que l'analogie du bien qu'a découvert Aristote face à Platon permet de comprendre certains aspects. Quand cette personne exerce sur moi une attraction, qu'est-ce qui se passe ? Je dois prendre une décision parce que je ne peux pas rester indifférent à une attraction d'amour. Soit je l'accepte, soit je la refuse. Et là, il y a un positionnement volontaire. Eh bien, ce positionnement volontaire, vous rappelez que nous avions vu dans le parcours de découverte d'Aristote, après le bien, l'analogie du bien, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert le principe, le bien comme principe. C'est-à-dire cette personne qui m'attire, est-ce qu'elle peut motiver l'orientation de ma vie ? Est-ce que ça peut être une fin ? Le passage du bien qui m'attire à la fin. On a insisté aussi là-dessus, c'est très important. Et là, Aristote découvre que le bien peut être principe et cause. Principe et cause finale. Si je réponds positivement, ce bien devient ma fin. Donc, il y a un aspect subjectif du bien qui est premièrement objectif, puisque c'est une personne qui m'attire, mais elle devient subjective, un bien subjectif pour moi, puisque je l'accepte comme fin. Donc, vous voyez, la subjectivité, elle peut avoir un caractère très objectif. Elle peut être complètement subjective et coupée de l'objectivité, mais elle peut aussi se lier à la réalité, être liée, dépendante de la réalité, avoir un caractère objectif.
C'est ce qui arrive quand je choisis, quand je décide que cette personne, elle devient ma fin. Donc à ce moment-là, le bien est cause finale de toutes mes activités. Je vais orienter ma vie vers cette personne pour essayer de la connaître un peu mieux, pour essayer de me rapprocher d'elle, et puis surtout, puisque elle est un bien fin, j'espère qu'il va y avoir une réciprocité. Parce que s'il y a une réciprocité, alors l'amour peut s'épanouir. Et l'amour implique deux aspects, l'aspect passif et l'aspect actif. L'aspect passif, je suis attiré. L'aspect actif, eh bien, il faut que je me bouge pour rejoindre le bien qui m'attire. À cause de ce double aspect actif et passif, je comprends bien que si moi-même je suis aussi source d'attraction pour la personne qui m'attire, alors je vais pouvoir aussi agir pour la rejoindre d'une autre manière, puisque je suis aussi source d'attraction pour l'autre. De la manière qui va renforcer un petit peu cette double attraction d'amour réciproque. Alors, avant d'en arriver là, il faut que je fréquente cette personne qui m'attire pour essayer de discerner s'il y a une réciprocité ou non. Parce que s'il n'y a pas de réciprocité, ben, cette personne ne peut plus être ma femme. Il faut que je renonce. Oui. Donc, tout de suite après, quand on a fait l'induction du bien comme fin, c'est-à-dire découvrir que le bien peut être un principe de toute ma vie morale, de tout mon agir. Et vous voyez, pour découvrir que ce bien peut être principe de mon agir moral, il faut que pas seulement ce bien soit fin, cause finale, mais il faut que je le contre-distingue d'autres biens qui ne seront pas l'orientation de ma vie. C'est le moyen. Le moyen est un bien pour rejoindre ma fin, mais ce n'est pas la fin ultime. Donc pour se découvrir le bien comme principe de mon agir moral, il faut que je fasse un petit raisonnement qui s'appelle une induction. On l'a vite fait rapidement quand on était à ce point de l'éthique à Nicomaque, où je découvre que ce bien peut être la fin dernière. Il y a des biens qui sont fins mais qui ne sont pas derniers. C'est les moyens. Je choisis un moyen, et quand je le choisis, il est comme une fin, puisqu'il est la fin d'une activité particulière. Mais il est ordonné à un autre bien. Donc c'est un bien fin, mais qui n'est pas fin ultime, qui est fin moyen. Et donc en comparant ces biens, je dis que tous les biens moyens, s'ils sont véritablement moyens, sont tous unis et ordonnés à une seule fin, à un seul bien qui est fin ultime. Voilà. C'est la découverte du bien comme principe de l'activité morale. Oui. Alors il faut tout un cheminement pour ça. Mais Aristote le dit au point de départ, parce que c'est un ordre de découverte. Il ne part pas de l'expérience de l'amitié. Il part de la recherche du bonheur. Est-ce qu'il y a un bonheur qui soit le même pour tout le monde, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est, ce bonheur ? Parce que quand on interroge, on s'aperçoit qu'il y a une divergence énorme. Pour les uns, c'est la richesse, pour les autres, c'est la gloire, c'est les honneurs, c'est l'argent, c'est tout ce qu'on veut, les plaisirs et tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a un vrai bonheur pour la personne humaine ? Et il découvre que oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? L'analogie du bien, donc un bien qui m'attire, pas l'autre. Ce bien qui peut être fin ultime, donc qui réclame déjà que j'ai choisi des moyens pour m'approcher de cette personne, avant même de savoir si c'est encore réciproque. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que l'acte volontaire ? Vous vous rappelez ? Après, on a vu l'acte volontaire. L'acte volontaire, l'acte involontaire et l'acte non volontaire. Vous vous rappelez ? Et c'est assez subtil comme distinction, vous vous rappelez ça. Je conduis sur la route, et puis je dépasse la limitation de vitesse, mais je n'ai pas vu le panneau qui limitait. C'est un acte volontaire ou non ? Ah, pourtant j'ai appuyé sur le champignon.
j'ai dépassé le 90. Donc ça, c'est un acte volontaire. Mais je n'ai pas vu le panneau. C'était quoi la distinction volontaire, non volontaire et involontaire. Voilà. Involontaire. Involontaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien volontaire, mais qui n'a pas l'intention voulue. Hein? C'est-à-dire, quand j'ai appuyé sur le champignon, mon intention, c'était pas de déroger au code de la route. Hein? Donc l'intention n'était pas présente. C'est involontaire. Vous voyez ? Donc, lorsque je décide que cette personne va être une fin pour moi, et que je découvre que cette personne est capable d'orienter toutes mes activités, alors il y a un acte volontaire. Et cet acte volontaire, ça s'appelle l'intention. L'intention, vous voyez, pas au sens, et c'est un terme assez technique en philosophie, il ne faut pas l'employer comme on en parle dans le langage courant. Vous voyez, j'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention... Alors, bien sûr, ça... Il y a un petit point commun entre ce terme technique en philosophie qui signifie l'acte volontaire orienté vers la fin ultime, la fin dernière. C'est un acte volontaire que je pose à un moment donné. Hein, ce bien qui m'attire, il va être ma fin. Hein, j'oriente tout. Alors là, c'est intéressant parce que on retrouvera au plan chrétien, je fais une petite parenthèse, hein, la même chose. Hein. Dieu, c'est ma fin ultime, et donc j'ai une intention. Et l'intention, c'est de rejoindre Dieu, et je vais prendre des moyens pour ça, que me donne l'Église en particulier. Parce que cette fin, je ne la connais pas. Je la connais dans la foi. Et donc, choisir les moyens, quand je ne connais pas la fin, comment je fais ? Ben, c'est l'Église et Jésus-Christ qui nous donnent les moyens, voilà, pour rejoindre la fin. Et cette intention, si je l'ai au point de départ, quand je chemine, elle n'est pas toujours en acte. Elle n'est pas toujours en acte. J'y pense pas tout le temps. Et donc, c'est bien de renouveler cette intention pour renouveler mon chemin. Parce que c'est ma grande lumière. Hein, c'est ma fin ultime, et si je me remets en face de ma fin ultime, alors tout mon chemin s'éclaire de nouveau. Le choix des moyens, vous voyez, c'est très important le choix des moyens. Parce que si je choisis les bons moyens, j'atteins ma fin de façon plus rapide. Et c'est ce que je veux être heureux. Non ? Je recherche le bonheur. Donc, c'est pour ça qu'au plan chrétien, vous voyez, quand on fait l'adoration du Saint-Sacrement, quand on se met en face de Jésus, on renouvelle notre intention. Et c'est important. Ça réactue en nous quelque chose. Et après, quand on est bien fervent, notre vie change. Hein. Les moyens qu'on prend habituellement dans notre vie, certains, on les laisse tomber, parce que c'est des pertes de temps. Hein? Vous avez certainement expérimenté ça. Après une bonne retraite, ou après un temps passé devant le Saint-Sacrement un peu fervent, après, vous êtes un peu transformé. Et vous dites, mais ma vie, il faut que je la change. Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a des choses où je perds du temps, vraiment. Hein? C'est parce que vous avez réactué l'intention, et du coup, le choix des moyens, il se fait en fonction de la fin. Et quand la fin, elle est bien en acte, vous choisissez mieux les moyens. Hein, le moyen, il dépend de la fin. Il dépend de moi, hein, c'est-à-dire, on avait vu ça ensemble, hein, il dépend de moi, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me servir de ce moyen? Si je suis un peu trop idéaliste, je vais choisir un moyen trop proche de la fin, mais il sera absolument inabordable pour moi. Et si je suis paresseux, je vais choisir un moyen qui est complètement adapté, mais qui ne me permet pas d'atteindre ma fin. Donc la justesse de l'appréciation dans un jugement de foi de la fin, au plan chrétien, me permet de mieux individuer, discerner les moyens qui sont justes. Puisque ce moyen, il dépend de la fin, en particulier. Hein ? Voilà, alors, l'acte volontaire, l'intention. Après, nous avons parlé d'un autre acte volontaire qui est très important,
C'est quand je m'aperçois qu'il y a une réciprocité, alors il y a un nouvel acte qui est l'acte du choix. Le choix de la personne. Mais ça, je peux le faire que si c'est réciproque. Il faut que le choix soit mutuel. Je ne veux pas dire à quelqu'un, je te choisis comme personne de ma vie, si ce n'est pas réciproque. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit réciproque pour que la communion soit complète. L'amour réclame l'unité et la communion. S'il y a un désir que dans un sens, eh bien la communion, elle n'est pas plénière. C'est pas possible. Hein. Et pour que ça soit... Donc, le choix, vous voyez, réclame un consentement mutuel. Vous voyez, là, je fais exprès de prendre un langage chrétien pour que ça résonne en vous au point de vue de votre vie chrétienne. À quoi ça correspond, hein. Dans le mariage, le consentement, c'est ça qui fait la validité du mariage, hein, je vous signale. Hein. C'est pas la cérémonie, c'est pas... non, c'est le consentement mutuel. Hein. Voilà, ce choix... qui est un choix qui ne se fait pas à l'aveuglette. Hein, parce que l'amour, surtout l'amour humain, il implique les passions et il implique l'instinct sexuel, qui sont des choses qui peuvent enténébrer, hein, qui nous aveugler. Et donc j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'être conseillé. Hein, et pour faire un bon choix, je prends conseil. Et je prends conseil pas de n'importe qui, mais de gens qui me connaissent. Parce que moi, je suis jugé parti, je suis attiré par une personne, et j'ai du mal à discerner si cette personne, c'est vraiment la fin qui me convient. Et donc, j'ai besoin d'un regard extérieur qui objectivise. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que l'intention, c'est le passage du bien à la fin. Hein, ce bien, il devient ma fin. Il y a une subjectivité qui est objective, puisqu'elle repose sur la personne qui m'attire. Ça, c'est l'objectivité. Voyez ? Et pour que ne pas tomber dans une subjectivité qui soit passionnelle ou qui soit trop égoïste, hein, trop de moi-même, il faut que j'objectivise tout le temps, le plus possible. Et comment on objectivise ? Tout à l'heure, je vous ai parlé, hein, de l'adoration du Saint-Sacrement, c'est en fréquentant la personne qui m'attire. Parce qu'en la fréquentant, je suis en face du réel, du bien qui m'attire. Plus je la fréquente, plus j'objectivise. Et du coup, tout l'aspect subjectif est rectifié. C'est pour ça que dans le temps de fiançailles, au point de vue chrétien, on conseille aux jeunes de se fréquenter beaucoup, hein, pour rectifier tous les aspects qui peuvent être trop subjectifs et pas assez objectifs. Hein, rectifier un peu l'imaginaire. Donc il faut fréquenter beaucoup, hein, sans donner lieu à nourrir justement tout l'aspect subjectif qui peut fausser le discernement. Donc je prends conseil à l'extérieur pour être plus sûr, de gens qui me connaissent. Hein. Et puis, si c'est donc réciproque, à un moment donné, eh bien on le déclare. On le déclare et on dit, voilà, je te choisis et je te choisis réciproquement. Et à ce moment-là, il y a une communion qui permet à l'amour de se développer, de s'épanouir. Là, il y a vraiment un nœud qui se fait. Parce que l'amour se nourrit de l'amour. Et donc, quand il y a une réciprocité dans l'amour est nourri. Et donc, il peut se développer et s'épanouir. C'est très important. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que le choix, quand il est réciproque et qu'il est rectifié, qu'il est bien objectif, il y a un désir de se donner. L'amour réclame le don. Et se donner le plus possible. C'est-à-dire se donner personnellement. Pas de faire des petits cadeaux. Vous voyez, c'est gentil, hein, c'est bien de faire des petits cadeaux. La bague de fiançailles, c'est très bien. Hein. C'est un signe de quelque chose de plus profond. Hein. C'est un signe d'un don personnel. Et le désir de se donner personnellement aboutit à un autre acte volontaire. On va vivre ensemble. Qui s'appelle l'imperium, en latin.
C'est un commandement. Je me jette à l'eau. On s'est choisi et maintenant on va faire vie commune. On va habiter ensemble. On va faire... Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement le désir de se donner personnellement, mais il y a aussi la croissance de l'amour qui réclame ça. Plus on va partager des choses en commun, plus on va appuyer notre amour sur quelque chose qu'on a en commun, qu'on partage. Et partager, c'est déjà se donner. Et si on se donne réciproquement, je ne vois pas d'autre chose que de faire vie commune. Vous voyez? Et ça peut permettre à multiplier les actes d'amour, les actes de don de soi, les actes d'accueil. Parce que si on fait vie commune, tout va nourrir cet amour. Et il va pouvoir grandir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, il y en a toujours. Ça, c'est clair, parce qu'on a des limites, chacun, et des faiblesses, des fragilités, qui fait que parfois, on n'arrive plus à se donner ou à accueillir. Et donc, ça ralentit et ça ne permet pas à l'amour de grandir. Mais, si on est limité et qu'il y a un échange entre nous et qu'on se le dit et qu'on se pardonne, et là je ne parle même pas au plan chrétien, au plan naturel, vous voyez, ça permet de s'accueillir dans la miséricorde et de continuer à avancer. Vous voyez. Et il y a quelque chose qui se noue aussi ici dans l'amour, d'une façon très différente. L'accueil de l'autre tel qu'il est, avec ses fragilités. Vous voyez, l'amour n'est pas sélectif. On accueille le bien tout entier, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et quand l'autre se sent accueilli, même avec ses défauts, ça suscite l'amour, parce que c'est la bonté. Le bien, moi j'ai la responsabilité, quand c'est réciproque, j'ai la responsabilité de demeurer le bien de l'autre. Puisque c'est réciproque, je suis sa fin. Et donc j'ai cette responsabilité. Vous voyez ? Et cette responsabilité fait que je dois demeurer dans la bonté. Je dois être bon. Et donc ça implique la miséricorde. Et la miséricorde, elle est d'abord parce que j'accueille l'autre tel qu'il est, parce que je l'ai aimé tel qu'il est, avec tout ce qu'il est. Alors cet acte d'imperium, c'est un nouvel acte volontaire qui est très différent de l'intention, très différent du choix, très différent de tous les autres actes volontaires. Ce sont 3 actes volontaires qui jalonnent le parcours de l'amitié, qui doivent être renouvelés tout le temps. L'intention, je vous ai dit, comment on le renouvelait. Le choix aussi. Il y a les années, au plan chrétien, vous voyez, on fait des anniversaires de mariage. C'est pourquoi? C'est pour renouveler le choix. On se rechoisit. Et il faut le faire de temps en temps. Vous voyez, ça réactue l'amour. On se choisit. Et c'est bien de se le dire. Parce qu'avec toutes les péripéties de la vie, avec toutes les malentendus, avec toutes les disputes, avec tout cela, on peut avoir l'impression que le choix est un petit peu diminué. Alors, il est toujours actuel et il faut se le dire. Vous voyez, on se rechoisit dans la vie. Pareil pour l'imperium. Alors, remarquez que ce sont 3 actes volontaires où la partie intellectuelle, pratique, touche un sommet dans le choix à cause du conseil. Il faut vraiment que je prenne de la distance, du recul, que je réfléchisse, que je médite, etc. Voyez, pour savoir si ce bien, vraiment, il peut finaliser toute ma vie, alors que l'intention, c'est quelque chose, je ne dis pas qui est aveugle, mais qui n'est pas réfléchi. Je suis attiré vers une personne, j'y peux rien, c'est ma nature humaine. Là où l'intelligence intervient, c'est que c'est le passage du bien à la fin. Est-ce que cette personne peut être quelque chose qui motive toute ma vie ou non? Et puis il y a une croissance de la partie cognitive dans le conseil, jusqu'au bout. Et puis de nouveau l'imperium,
Là, c'est pareil, la connaissance diminue un petit peu pour laisser toute la place à l'amour. Je me jette à l'eau. Hein? C'est plus le moment de raisonner. Parce que si je raisonne trop, je n'arriverai plus à prendre de décision. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Il y a des gens qui aujourd'hui, les jeunes, c'est un peu comme ça. Hein? À cause de la science qui crée une culture du raisonnement, on raisonne avec tous les possibles, et raisonnant avec tous les possibles, on n'est plus lié au réel. On est dans le possible. Et du coup, on n'arrive plus à se jeter à l'eau. Hein? Qu'est-ce qui me permet d'aller jusqu'au bout et de me jeter à l'eau? C'est la fin qui m'attire. Et la fin qui m'attire, c'est une réalité. Mais si je commence à penser à tous les possibles, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait nous mettre en échec, de ce qui pourrait... je ne suis plus dans le réel. Parce que je ne sais même pas si ça va arriver. C'est les possibilités. C'est la fin qui m'attire, et si elle m'attire suffisamment fortement, si elle prend tout en moi, alors je me jette à l'eau et je dis oui, allez, on va vivre ensemble. On décide ça, ensemble. Vous voyez, l'imperio. Alors je vais vous, parce que ça c'est un acte nouveau, qu'on n'avait pas vu la dernière fois, vous lire un petit passage de ce que dit Aristote à ce sujet-là. C'est dans le livre 8, qui est consacré à l'amitié, au chapitre 6, 1157, B5 à 24. Voici ce que dit Aristote. De même que dans la sphère des vertus, les hommes sont appelés bons, soit d'après une disposition, soit d'après une activité, ainsi en est-il pour l'amitié. Il y a la disposition à la vertu, et puis il y a la propriété. Une fois qu'on a la vertu, on est disposé à un autre acte de vertu. Vous voyez ? Alors pour l'amitié, c'est pareil. Il y a une disposition, c'est tout le parcours jusqu'au choix et l'imperium, et puis il y a après. Les uns mettent leur plaisir à partager leur existence et à se procurer l'un à l'autre du bien, tandis que ceux qui sont endormis ou habitent des lieux séparés ne sont pas des amis en acte, mais sont cependant dans une disposition de nature à exercer leur activité d'amis. Aujourd'hui, ça existe beaucoup. Je connais, c'est vraiment pas le modèle, mais je connais des personnes qui sont mariées et à cause du travail, elles ne peuvent pas vivre ensemble. L'un vit à Milan, par exemple, et puis l'autre qui vit ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher leur travail, et alors ils se retrouvent le week-end. Mais ça, c'est pas un exercice véritable de l'amitié. Un exercice véritable de l'amitié réclame un partage de vie. Et le travail est secondaire par rapport à l'amour. Voyez ? L'amour passe devant. Pourquoi ça passe devant ? Parce que c'est la fin de ma vie, pas le travail. Le travail, c'est ce que je produis. Donc ça ne peut pas me finaliser, c'est moins que moi. Ce qui peut me finaliser, c'est ce qui me fait grandir. C'est ce qui est plus que moi. Une personne qui m'attire. Car les distances ne détruisent pas l'amitié absolument, mais empêchent son exercice. Mais en même temps, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que l'amour spirituel est au-delà du lieu et du temps. Ça, c'est vrai. Mais pour l'exercice, ça réclame la proximité et le contact. Je vous ai parlé, par exemple, au plan chrétien. Alors là, je fais encore des parenthèses, mais c'est pour illustrer, parce que c'est plus proche de vous, l'aspect chrétien. Les apparitions de Cotignac. La Vierge Marie est apparue à Cotignac, et Saint Joseph aussi. Mais pas dans le même lieu, ni dans le même temps. Alors qu'ils sont mariés. C'est pour nous montrer que l'amour est au-delà du lieu et du temps. Et c'est la Sainte Famille, puisque la Vierge Marie est apparue avec l'enfant Jésus et Saint Joseph tout seul. C'est la Sainte Famille qui est là. Donc, c'est vrai que c'est au-delà du lieu et du temps. Quand un ami meurt, l'amour ne meurt pas. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de proximité, mais l'amour ne meurt pas, il est au-delà du temps. Mais en même temps, s'il n'y a pas ce contact et ce réalisme de l'amour, on risque soit d'idéaliser, soit de perdre l'amour, qui est encore plus grave. C'est ce que va dire Aristote. Si cependant l'absence se prolonge, moi je connais des couples, ils vivent ensemble, mais comme frères et sœurs.
Alors, quand c'est pour un motif spirituel, très bien. Mais si c'est parce qu'il y a plus l'entente, il n'y a plus la communion, etc., c'est une catastrophe. Hein. Si cependant l'absence se prolonge, et parfois c'est voilé d'un prétexte spirituel, et en fait, ça se termine par un divorce, par une séparation, parce qu'il n'y a plus la proximité, et l'amour n'est plus nourri avec autant de réalisme qu'avant. Vous voyez, avant de vivre en frères et sœurs, il faut quand même une vie chrétienne très profonde, hein, et on ne peut pas le décider tout seul. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc, si cependant l'absence se prolonge, elle semble bien entraîner l'oubli de l'amitié elle-même. D'où le proverbe « Un long silence a mis fin à de nombreuses amitiés ». Hein, on a des amis, puis on les perd de vue. On ne communique plus avec eux. Ben, à la fin, l'amitié, elle n'existe plus. Et ça peut arriver, pas seulement des amis qu'on a perdus de vue, mais à l'intérieur d'un couple, ça peut arriver, ça aussi. Hein. Faire attention. Hein. L'amour réclame, c'est quelque chose de vivant, qui réclame d'être nourri, de grandir. Vous voyez, si on le laisse stagner, ou si sous prétexte de spiritualité, on veut vivre comme frères et sœurs, alors là, on risque gros. Il faut vraiment l'accompagnement spirituel pour le décider. On ne voit d'ailleurs ni les vieillards, ni les gens moroses être enclins à l'amitié, médiocre est en eux le côté plaisant, et personne n'est capable de passer son temps en compagnie d'un être chagrin et sans agrément, la nature paraissant par-dessus tout fuir ce qui est pénible et tendre à ce qui est agréable. Quant à ceux qui se reçoivent dans leur amitié, tout en ne vivant pas ensemble, ils sont plutôt semblables à des gens bienveillants qu'à des amis. Vous voyez, ils s'aiment réciproquement, mais ils ne vivent pas ensemble. Donc c'est de la bienveillance, mais on ne peut pas parler d'amitié. Parce que, encore une fois, on ne permet pas à l'amour d'aller jusqu'au bout. Pour que l'amour aille jusqu'au bout, il faut le réalisme de la présence qui est le principe de l'amour. C'est l'autre qui m'attire. Donc sa présence nourrit mon amour. Si je suis trop loin et trop séparé, ça peut plus marcher. Hein. Rien en effet ne caractérise mieux l'amitié que la vie en commun. La vie en commun. Ceux qui sont dans le besoin aspirent à l'aide de leurs amis et même les gens comblés souhaitent passer leur temps ensemble, car la solitude leur convient moins qu'à tous autres. Mais il n'est pas possible de vivre les uns avec les autres si on n'en retire aucun agrément et s'il n'y a pas communauté de goût, ce qui, semble-t-il, est le lien de l'amitié entre camarades. Alors là, on entre dans un autre approfondissement de l'amour d'amitié, c'est ce que Aristote va appeler le fondement. Qu'est-ce qui fonde l'amitié? Vous voyez, ce qui fonde l'amitié, c'est ce qu'on partage, justement. Plus on partage des choses profondes, plus on construit l'amour, on le nourrit. Parce qu'on se donne en partageant. Si on partage à longueur de journée des choses superficielles, ça ne crée rien, ça ne fait pas de lien. Vous voyez? Alors le fondement de l'amitié, c'est ce qui va donner le caractère propre de l'amitié. Si on le comprend très facilement dans le point de vue du travail, hein, si je partage les compétences, eh bien l'amitié dure autant que la compétence dure. Et si la compétence se perd ou si la personne s'en va, l'amitié est rompue. Dans l'amour d'un couple, c'est la même chose. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je partage? Je partage ce qui nourrit l'amour. Je ne partage pas ce qui le détruit. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une erreur énorme. Sous prétexte de vérité et de limpidité, on va tout partager, même les erreurs qu'on fait. Même les péchés qu'on a faits. Ah, moi,
je ne cache rien à mon mari, je ne cache rien à mon époux, je dis tout. Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça construit? Est-ce que c'est le bien? Le mal, c'est contraire au bien, non? Et je ne partage pas le mal. Ça, si je suis lucide sur mes erreurs, alors je corrige. Hein? Et ça dépend quelle erreur aussi. Hein? Les erreurs superficielles qui sont de l'ordre de l'extérieur, hein? Ça, je peux en parler et demander pardon. Mais les erreurs un peu plus graves, ça non, ça divise. Ça ne construit pas l'amour. Vous voyez, c'est pas le bien. Vous voyez, aujourd'hui, sous prétexte de limpidité et sous prétexte de vérité, on étale tout le mal. Est-ce que ça construit? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le bien? Il ne s'agit pas de le cacher ou de dire ça n'existe pas, de le nier. Mais il s'agit de résoudre les difficultés et le mal sans que ça soit objet d'un mal encore plus grand, c'est-à-dire de scandale, de désespoir, de suicide. Et étaler sous prétexte de limpidité de vérité tout le mal comme ça, on peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est pas le bien. C'est pas le bien. Parfois, ça peut être le bien, mais pas toujours. Alors, quand on le fait de façon universelle comme ça, on peut être sûr que ça ne sera pas bon. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de le recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas préparées. Parce qu'il y a des personnes qui vont se scandaliser. Parce qu'il y a des personnes, etc. Et ça, vous voyez, c'est la question du bien. La question du bien et du vrai. Le bien et le vrai sont, on le verra en métaphysique, interchangeables. Interchangeables. Le mal, c'est le mal. C'est le contraire du bien. Vous voyez? Et sous prétexte de vérité, l'étendre comme ça et le faire connaître publiquement, mais c'est plus interchangeable. Le mal et le vrai ne sont pas interchangeables. C'est pas vrai. On verra ça en métaphysique, hein, on peut le montrer, ça. Il faut faire extrêmement attention. Bon, vous voyez, ça a l'air de rien, mais ça touche des choses actuelles qui sont très importantes, très importantes. Alors, je vous lis un autre texte d'Aristote sur le fondement de l'amour d'amitié. Donc, vous avez compris, hein, le fondement, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on met en commun, c'est ce qui fonde la relation. Hein? Vous voyez, comme au plan chrétien, Jésus dit, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Le fondement, il est déjà là. C'est l'amour que Jésus nous communique. Et nous, on répond. Il semble bien, comme nous l'avons dit au début, que l'amitié et la justice ont rapport eux-mêmes aux mêmes objets et interviennent entre les mêmes personnes. C'est-à-dire, par exemple, dans une famille, hein, les sujets qui s'aiment, ce sont les mêmes réalités qui vont être objet de la justice, entre parents et enfants, etc. La justice et l'amour vont ensemble. Mais l'amour est plus que la justice. Mais l'amour sans justice n'est plus un amour. Et le respect de l'autre, par exemple, ça fait partie de la justice. Si j'aime, je respecte. Et ça, c'est la justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. Mais l'amour, c'est plus. Il semble bien, comme nous l'avons dit au début, que l'amitié et la justice ont rapport aux mêmes objets et interviennent entre les mêmes personnes. En effet, en toute communauté, on trouve, semble-t-il, quelques formes de justice et aussi d'amitié coextensive. Aussi les hommes appellent-ils du nom d'amis leurs compagnons de navigation et leurs compagnons d'armes, ainsi que ceux qui leur sont associés dans les autres genres de communautés. Les corporations de métiers, par exemple, eh bien, on s'entraide, hein, on a les mêmes compétences, on partage. Il y a une justice et il y a une amitié. La justice, c'est de ne pas plagier, de ne pas s'approprier les découvertes des autres,
mais d'en profiter utilement, en respectant. Vous voyez, justice et amour vont ensemble. Et l'étendue de leur association est la mesure de l'étendue de leur amitié. Car elle détermine aussi l'étendue de leurs droits. Là, vous voyez, on bascule de l'éthique à la politique un petit peu. Vous voyez, l'éthique, c'est vraiment l'amour entre personnes qui constitue déjà une petite communauté qui est la famille. Mais la famille ne peut pas pourvoir à tous ses besoins. Elle a besoin de s'associer à d'autres familles. Vous voyez ? Pour pourvoir aux besoins de tout l'ensemble. Alors là, il y a la justice. Il y a la koinonia, c'est-à-dire la bonne entente et la mise en commun de ce qu'on peut apporter les uns aux autres, et puis une bonne entente entre nous pour que le partage se fasse justement. En outre, le proverbe « Ce que possèdent des amis est commun » est bien exact, car c'est dans une mise en commun que consiste l'amitié. Dans une mise en commun. Il y a entre frères ainsi qu'entre camarades communauté totale. Mais pour les autres amis, la mise en commun ne porte que sur des choses déterminées, plus ou moins nombreuses, suivant les cas. Il y a le partage, le fondement de ce qui est mis en commun dans l'amour, c'est la personne, c'est tout. Dans une collaboration, au point de vue du bien commun, c'est une partie qui est mise en commun. C'est pas tout. Vous voyez, l'analogie du bien me permet d'être plus juste. Le bien commun et le bien personnel, c'est autre et autre. Donc le rapport de justice n'est pas le même. Car les amitiés aussi suivent les mêmes variations en plus ou en moins. Les rapports de droit admettent aussi des différences. Les droits des parents et des enfants ne sont pas les mêmes que ceux des frères entre eux, ni ceux des camarades, les mêmes que ceux des citoyens. Et il en est de même pour les autres. Selon ce qu'on partage entre personnes, la justice va s'exercer diversement. Autre chose est de partager des biens matériels, autre chose est de partager des biens spirituels. Le droit n'est pas le même. Voyez ? Et il est coextensible à ce qui est mis en commun. En dehors de cette mise en commun, la justice ne s'exerce plus. Et il en est de même pour les autres formes d'amitié. Il y a par suite aussi des différences en ce qui concerne les injustices commises dans chacune de ces différentes classes d'associés. Et l'injustice acquiert un surcroît de gravité quand elle s'adresse davantage à des amis. Par exemple, il est plus choquant de dépouiller de son argent un camarade qu'un concitoyen. Plus choquant de refuser son assistance à un frère qu'à un étranger. Plus choquant enfin de frapper son père qu'une autre personne quelconque. Bon, c'est pas bien, mais il y a du plus et du moins dans la justice, selon ce qui est mis en commun. Vous voyez ? Selon ce qui est mis en commun, qui fonde les relations affectives ou de coopération dans le travail, la justice est différente. Et l'injustice aussi. Et il est naturel aussi que la justice croisse en même temps que l'amitié, attendu que l'une et l'autre existent entre les mêmes personnes et possèdent une égale extension. Mais toutes les communautés ne sont pour ainsi dire que les fractions de la communauté politique. Toutes les communautés, ce sont des éléments de ce qu'Aristote appelle la politique, qui est l'ensemble de toutes les communautés dans un lieu déterminé, une cité, par exemple. Il y a plusieurs communautés. Il y a des communautés familiales, où c'est l'amour qui domine, il y a des communautés de travail, il y a des communautés, etc., diverses, d'artistes, etc. Et la politique, c'est l'ensemble de toutes ces communautés. On se réunit, par exemple, pour voyager ensemble en vue de s'assurer quelque avantage déterminé et de se procurer quelqu'une des choses nécessaires à la vie. On va voyager, il faut qu'il y en ait un qui connaisse la langue du pays où on va. L'autre, il va connaître la culture. L'autre, il va connaître, et puis on partage. Et on s'enrichit grâce à ce partage. Parce que s'il fallait que la même personne sache la langue, la culture et tout, c'est pas possible. Donc on partage les compétences qui fait qu'on s'enrichit
et la communauté grandit. Parce que le fondement qui est partagé est plus ample. C'est aussi en vue de l'avantage de ses membres, pense-t-on généralement, que la communauté politique s'est constituée à l'origine et continue à se maintenir. Cette utilité commune est le but visé par les législateurs qui appellent juste ce qui est à l'avantage de tous. Ainsi, les autres communautés recherchent leur avantage particulier, par exemple les navigateurs en naviguant ensemble, ont en vue l'avantage d'acquérir de l'argent ou quelque chose d'analogue. Pour les compagnons d'armes, c'est le butin, que ce soit richesse ou victoire, ou prise d'une ville qu'ils désirent, etc., etc. Alors, une chose intéressante que je n'ai vue nulle part ailleurs, c'est que Aristote va considérer les différents types de gouvernement dans une cité en fonction justement des relations personnelles et des mises en commun que les personnes ont entre elles. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça donne un éclairage particulier et un discernement sur la qualité des gouvernements. Il y a 3 espèces... Pardon ? Effectivement. Il y a 3 espèces de constitution et aussi un nombre égal de déviations, c'est-à-dire de corruption. C'est-à-dire de corruption auxquelles elles sont sujettes. Les constitutions sont la royauté, l'aristocratie et en 3e lieu, celle qui est fondée sur le sens et qui, semble-t-il, peut recevoir le qualificatif approprié de timocratie, quoique, en fait, on a coutume de l'appeler la plupart du temps république. Donc, 3 types de gouvernement, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, 3 types de constitution, royauté, monarchie, aristocratie et république. La meilleure de ces constitutions est la royauté. La royauté, dit Aristote. La royauté. Et la plus mauvaise, la république. La déviation de la royauté est la tyrannie. Là sont les monarchies, mais elles diffèrent du tout au tout. Le tyran n'a en vue que son avantage personnel, tandis que le roi a en vue celui de ses sujets. En effet, ce n'est pas réellement roi celui qui ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire ne possède pas la supériorité en toutes sortes de biens. Mais le roi, tel que nous le supposons, n'ayant besoin de rien de plus qu'il n'a, n'aura pas en vue ses propres intérêts, mais ceux de ses sujets. Car le roi ne possédant pas ces caractères ne serait qu'un roi désigné par le sort. La tyrannie est tout le contraire de la royauté, car le tyran poursuit son bien propre. Il se sert de sa position pour lui-même. Et on aperçoit plus clairement, dans le cas de la tyrannie, quelle est la pire des déviations, le contraire de ce qu'il y a de mieux étant ce qu'il y a de plus mauvais. Ce que reprend saint Thomas souvent, corruption optimi pessima, la corruption de ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. De la royauté, on passe à la tyrannie, car la tyrannie est une perversion de monarchie, et dès lors, le mauvais roi devient tyran. De l'aristocratie, ça veut dire quoi aristocratie? Le gouvernement des meilleurs. Ce n'est plus un qui gouverne, comme le roi, mais les gens les plus compétents et les meilleurs, au sens de bon. De l'aristocratie, on passe à l'oligarchie. Aujourd'hui, on parle des oligarques. Par le vice des gouvernants qui distribuent ce qui appartient à la cité pour tenir compte du mérite et s'attribuent à eux-mêmes tous les biens ou la plupart d'entre eux, c'est-à-dire la recherche de la gloire, et réservent les magistratures toujours aux mêmes personnes, ne faisant cas que de la richesse. C'est-à-dire que l'oligarchie, c'est une corruption de l'aristocratie qui, normalement, tient compte de la justice distributive, si vous vous rappelez, c'est-à-dire, ce n'est pas la justice seulement commutative, qui est quantitative, mais distributive. On donne les postes aux gens compétents, aux gens qualitatifs.
La corruption, c'est le népotisme. C'est-à-dire, on fait passer voilà, ces gens qui vont voter pour nous. Dès lors, le gouvernement est aux mains d'un petit nombre d'hommes pervers au lieu d'appartenir aux plus capables. De la timocratie, la République, on passe à la démocratie. La corruption de la République, c'est la démocratie. Elles sont en effet limitrophes, puisque la timocratie a aussi pour idéal le règne de la majorité et que sont égaux tous ceux qui répondent aux conditions du sens. Le sens, c'est la cotisation, si vous voulez, les impôts. Voilà. Donc la République, c'est le gouvernement de plusieurs. Vous voyez, il y a le gouvernement d'un seul, c'est la monarchie, gouvernement de plusieurs, aristocratie, et gouvernement, république de tous. Et ils ont chacun leur corruption, qui est corruption du pouvoir, l'autorité qui se transforme en pouvoir. Le roi, qui a l'autorité, devient un potentat, tyran. Les aristocrates, qui, pas aristocrates au sens où on le connaît en France avec les particules, les nobles, c'est pas ça, hein, c'est les meilleurs, hein, qui gouvernent et qui gouvernent pour eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'ils servent de l'autorité pour le pouvoir. Et la démocratie, c'est pareil, c'est la corruption. La démocratie est la moins mauvaise des gouvernements corrompus, car elle n'est qu'une légère déviation de la forme de gouvernement républicain. Tels sont donc, c'est-à-dire que la corruption consiste, c'est vrai, c'est le gouvernement de plusieurs, mais sans faire, comment dirais-je, sans faire cas de la justice distributive. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est hyper compétent, il a la même voix que quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est analphabète et qui n'est pas instruit du tout. Et ça, c'est pas juste. Hein. Telles sont donc les transformations qu'elles. C'est pour ça que normalement, dans les républiques, il y a des députés, il y a des gens plus compétents qui sont élus pour charger de gouverner. C'est l'aspect plus aristocratique, ça. Des représentants qui ont plus de compétences. Hein. Telles sont donc les transformations auxquelles les constitutions sont surtout exposées, car ce sont là des changements minimes qui se produisent le plus facilement. Alors, on peut trouver, et c'est ça qui est intéressant, on peut trouver des ressemblances à ces constitutions, des modèles en quelque sorte, jusque dans l'organisation domestique. C'est-à-dire ce que disait Platon, hein, c'est-à-dire ce que vous voyez en grand dans la cité, c'est inscrit en petit au niveau personnel. Alors, Aristote reprend ça, mais d'une toute autre manière. C'est-à-dire ces trois formes de gouvernement, vous les retrouvez dans la famille. Du moins, vous allez voir. En effet, la communauté existant entre un père et ses enfants est de type royal, puisque le père prend soin de ses enfants. De là vient de Homère désigne Zeus du nom de père, car la royauté a pour idéal d'être un gouvernement paternel, désintéressé, dont le seul intérêt, c'est bien des sujets. Chez les Perses, l'autorité paternelle est tyrannique, car ils se servent de leurs enfants comme d'esclaves. Tyrannique aussi est l'autorité du maître sur les esclaves, l'avantage du maître s'y trouvant seul engagé. Alors, la communauté du mari et de sa femme semble être de type aristocratique. Ils gouvernent ensemble la famille, et c'est les meilleurs parce qu'ils s'aiment. Les meilleurs, pas au point de vue de la compétence d'éducation, mais au point de vue de la bonté. Hein? Le mari exerçant l'autorité en raison de la dignité de son sexe et dans des matières où la main d'un homme doit se faire sentir. Mais les travaux qui conviennent à une femme, il les lui abandonne. Et c'est un gouvernement de deux, de peu, mais qualitatif. Oui, c'est aristocratique. Quand le mari étend sa domination sur toute chose, il transforme la communauté conjugale en oligarchie, puisqu'il agit ainsi en violation de ce qui sied à chaque époux et non en vertu de sa supériorité. Parfois, cependant, ce sont les femmes qui gouvernent quand elles sont héritières. Mais alors, leur autorité ne s'exerce pas en raison de l'excellence de la personne, mais elle est due à la richesse et au pouvoir, tout comme dans les oligarchies. La communauté entre frères, vous voyez les trois types, hein, gouvernement familial du père royal, des époux aristocratiques, et la communauté entre frères,
est semblable à une république. Il y a égalité entre eux, sauf dans la mesure où ils diffèrent par l'âge. Et c'est ce qui fait précisément que si la différence d'âge est considérable, l'affection qui les unit n'a plus rien de fraternel. La démocratie se rencontre principalement dans les demeures sans maître et dans celles où le chef est faible et où chacun a licence de faire ce qui lui plaît. C'est les enfants qui gouvernent, l'enfant roi. L'enfant roi, la République. Voilà, dernier aspect, et puis on aura fini. Aristote, pour que nous ne croyions pas que l'amitié est réservée simplement à quelques-uns, parce qu'on a décrit tout l'aspect du bonheur par l'amitié, toutes les étapes, et on voit l'excellence de l'amitié, parce que c'est ce qui fait grandir la personne, ce qui lui permet d'épanouir et d'atteindre une fin et d'être heureux. Alors pour qu'on ne croie pas que c'est quelque chose d'exceptionnel, Aristote va rechercher quel est le fondement de l'amitié. Pourquoi est-ce que je recherche l'amitié? Et il va parler de l'amour de soi. Je cherche à être heureux. Eh bien, ça, c'est un amour de soi. Mais un amour de soi qui ne sera pas égoïste, parce que c'est l'autre qui me rend heureux. Et c'est pas moi. Oui, donc il y a la place de l'amour de soi, et ça, l'amour de soi, tout le monde l'a. C'est pour ça que tout homme désire le bonheur, parce qu'il s'aime, il se veut du bien. S'aimer, c'est se vouloir du bien, vouloir le bonheur. Eh bien, l'amitié n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça s'enracine dans la nature humaine, et ça s'enracine dans l'amour de soi. Alors voilà le petit passage, donc c'est dans le livre 9, chapitre 4, 1166 à 13, 20 et 29. Je vous lis le passage. De la vie générale, ainsi que nous l'avons dit, la vertu et homme vertueux sont mesure de toutes choses. En effet, les opinions sont chez lui en complet accord entre elles, et il aspire aux mêmes choses avec son âme tout entière. Nous avons vu comment la vertu, commandée par la prudence, unifiait la personne vers sa fin. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une cohérence dans la vie d'une personne qui est complètement unifiée par sa fin, grâce à la prudence. Il se souhaite aussi à lui-même ce qui est bon en réalité, et lui semble tel, et il le fait, car c'est le propre de l'homme bon de travailler activement pour le bien. Et tout cela en vue de lui-même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de penser, il s'agit de s'investir. Et un homme prudent, il s'investit. Il sait choisir. Vous voyez, on a parfois une fausse idée de la prudence, c'est quelqu'un qui se met en retrait et puis qui ne s'engage pas. C'est pas ça la prudence. Une vraie prudence est réaliste. Et donc, je m'engage en vue de la fin. Si je m'engage jamais, je ne peux pas atteindre la fin. C'est pas possible. Donc, un vrai homme prudent, il s'engage. Et totalement. Et tout cela en vue de lui-même, car il agit en vue de la partie intellective qui est en lui et qui paraît constituer l'intime réalité de chacun de nous. Il souhaite encore que lui-même vive et soit conservé, et spécialement cette partie par laquelle il pense. L'existence est en effet un bien pour l'homme vertueux, et chaque homme souhaite à soi-même ce qui est bon. Et nul ne choisirait de posséder le monde entier en devenant d'abord quelqu'un d'autre que ce qu'il est devenu, car Dieu possède déjà tout le bien existant, mais seulement en restant ce qu'il est, quel qu'il soit. Or, il apparaîtra que l'intellect constitue l'être même de chaque homme, ou du moins sa partie principale. En outre, l'homme vertueux souhaite de passer sa vie avec lui-même. Il est tout aise de le faire, car les souvenirs que lui laissent ses actions passées ont pour lui du charme. Et en ce qui concerne les actes à venir, ses espérances sont celles d'un homme de bien, et en cette qualité lui sont également agréables. Sa pensée, enfin, abonde en sujet de contemplation, et avec cela, il sympathise par-dessus tout avec ses propres joies et ses propres peines, car toujours les mêmes choses sont pour lui pénibles ou agréables, et non telle chose à tel moment et telle autre à tel autre, car on peut dire qu'il ne regrette jamais rien.
Donc que ce soit l'orientation de l'amitié ou l'orientation de la contemplation, la base, le fondement, c'est l'amour de soi. Mais vous voyez, pas du tout égoïste, hein, parce que le bonheur, c'est atteindre l'autre. Et ça réclame une sortie de moi. Mais en faisant ça, je me veux du bien. C'est pas conscient, bien sûr. Hein. Je ne recherche pas d'abord mon bonheur pour moi. Hein. C'est l'autre qui m'attire. Et c'est naturel. Et je vais être heureux si je réponds à cette attraction d'amour. Mais en fait, je me fais du bien. Et elle est là, la prudence, alors aussi. C'est-à-dire, dites voir, elle est là, la prudence, dans le fait la que... recherche du bien. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, elle est premièrement là, elle n'est que là, dans la recherche du bien. Oui, tout à fait. Hein? Puisque, au fond, je recherche le bonheur, et le bonheur, c'est le bien qui m'attire. Et donc, si je suis prudent, je vais tout faire pour être heureux. Et donc, pour rejoindre ce bien qui m'attire. Donc, dans les choix, dans l'engagement, dans tout. Voilà, eh bien, nous avons terminé ce petit parcours chez Aristote de l'éthique à Nicomaque. J'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu sur la relation d'amitié humaine, et comment Aristote fait ce tour de force de montrer que le bonheur est le même pour tous. Ça, c'est quand même... et c'est philosophique, je n'ai pas besoin de faire appel à la foi ou aux Écritures pour pouvoir le montrer. Aujourd'hui, les hommes courent après un bonheur qui n'est pas celui-là. Et on peut leur parler au plan philosophique. Pas besoin d'être chrétien pour ça. Oui. Mais, évidemment, tout le monde ne l'entend pas, parce que ça présuppose, vous voyez, une anthropologie, c'est-à-dire une vision de la nature humaine, et spécialement du vivant, vous voyez, qui n'est pas... Vous voyez, ça, c'est le fondement. C'est-à-dire l'éthique, vous voyez, tout le développement que fait Aristote sur la recherche du bonheur et l'éthique présuppose un regard sur le vivant, sur l'homme vivant. C'est-à-dire qu'il a une vie spirituelle, une vie sensible, une vie végétative. Voilà. Ça, c'est l'analyse de l'homme comme vivant. Et c'est le fondement de l'éthique. Mais on ne le découvre pas tout de suite. Vous voyez, l'avantage de partir de l'expérience, c'est qu'on n'a pas besoin de ce fondement philosophique du vivant. On part de l'expérience de l'amitié. Et à partir de là, on analyse. Vous voyez ? Quel est le principe ? C'est la personne qui m'attire. Et tous les actes. Vous voyez ? On peut refaire toute l'analyse qu'a fait Aristote en partant de l'expérience, vous voyez, et de reprendre tout. Aristote a fait un chemin de découverte. Mais on peut tout reprendre, ce que j'ai essayé de faire au point de départ d'aujourd'hui, en vous montrant que tout ce qu'a découvert Aristote au point de départ, l'analogie du bien, le bien comme principe, etc., c'est présent dans ce qu'il dit sur l'amitié. Parce que si on ne voit pas ça, on dit c'est une description. Il décrit ce que c'est que l'amour d'amitié. L'amitié humaine, il décrit. Vous voyez ? Alors qu'il a fait toute l'analyse avant. Il a montré le principe, la cause, vous voyez ? L'objectivité. Voilà. Et puis, l'ouverture sur la politique, alors c'est ce que nous regarderons l'année prochaine, la politique d'Aristote. Il a écrit, il a écrit plusieurs ouvrages d'éthique. Ça, c'est l'ouvrage qui fait référence à Aristote, qui est à Nicomaque. Et la politique, il y a un autre ouvrage qui s'appelle La politique, que nous lirons ensemble, comme on a fait pour l'éthique. Ça sera plus court, parce que la politique, c'est plus facile, et puis il n'y a pas trop de développement. Donc on fera la politique, et puis après, quand on aura fini la politique, on prendra une autre œuvre, qui sera la physique d'Aristote, c'est-à-dire l'étude de la nature, du devenir de la nature. Alors c'est très intéressant, parce que ça touche la personne humaine. Vous voyez, là on a touché la personne humaine dans ses activités pratiques, c'est-à-dire l'art, l'amour, et puis la vie en commun. Et puis après, on passera dans une autre étude de la personne plus spéculative, qui regarde l'aspect de la vie, l'aspect du devenir, qui n'est pas la même chose. Toute réalité matérielle devient, mais n'est pas forcément vivante. Et puis, après, au terme, la métaphysique.
Et le travail, c'est dans la politique? Non, le travail, alors Aristote n'a pas écrit d'œuvre sur l'art, sur le travail. Hein. C'est présent, on l'a vu un peu par intermittence, dans l'éthique à Nicomaque, parce qu'il fait l'analogie, comme ce sont deux activités pratiques finalisées, toutes les deux, hein, mais l'amour est finalisé par une réalité transcendante, un bien qui n'est pas... Voilà, tandis que le travail est finalisé par un bien que je produis, qui ne me transcende pas, voilà, une œuvre que je fais. Hein. Mais il y a des analogies parce que tous les deux sont finalisés par le bien. Donc on peut faire des analogies. Et on peut retrouver une philosophie de l'art chez Aristote à travers toutes ses œuvres. Parce qu'il sert souvent, parce que l'activité du travail, c'est celle qui nous est la plus connaturelle, la plus facile à analyser. Voyez, l'amour, c'est difficile à analyser, hein, parce que l'aspect intellectuel de connaissance, l'analyse est une connaissance, est présent, mais beaucoup moins que dans le travail. Dans le travail, l'aspect intellectuel est beaucoup plus présent, c'est plus facile à analyser. Une question, mais c'est trop compliqué. Pour Épicure, le bonheur, ce serait quoi? C'est la jouissance, mais la jouissance pas entendue au sens sensible. Ouais. C'est d'abord la jouissance intellectuelle. La jouissance intellectuelle. Mais comme Épicure n'a pas découvert le bien comme fin, cette jouissance spirituelle qui est la découverte de la vérité, par exemple, qui est l'amour spirituel, il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc du coup, ça se corrompt facilement. Vous voyez ? Et c'est moins extatique, c'est tourné vers l'autre, puisque c'est la jouissance, c'est plus tourné vers soi. Alors cet après-midi, eh bien, nous terminerons aussi la question 2 du Verbe incarné, hein, qui est la question sur est-ce que l'incarnation a été méritée? Est-ce que c'est objet de mérite, l'incarnation? Eh bien, oui et non. Et puis, le dernier article, ça c'est le 11, et le dernier article, c'est est-ce que la grâce de l'incarnation est naturelle au Christ? Est-ce qu'elle est naturelle? Tout ça, c'est des hérésies qui ont été dites, hein, dans l'histoire de l'Église. Hein. Il y en a un qui s'appelle Photin, dont je vous parlerai tout à l'heure, hein, qui croyait que l'incarnation a eu lieu à un moment donné. C'est-à-dire cet homme qui est Jésus a une vie tellement sainte qu'il a mérité d'être assumé par Dieu. Et la Vierge Marie est montée au ciel, hein. Elle est aussi assomptée, et Jésus a une vie encore beaucoup plus sainte que la Vierge Marie, donc elle a mérité d'être assumée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.